La guerre est une fonction régalienne qui relève en principe du domaine de l'État, et pourtant aujourd'hui, dans plusieurs zones de guerre ou d'insécurité, opèrent à travers le monde des sociétés privées fournissant, sur des bases contractuelles, des prestations de sécurité et parfois même de combat. Alors ces personnels sont-ils exactement des mercenaires, des affreux comme on les appelait? En tout cas, leurs missions répondent de plus en plus à la demande et aux nouvelles configurations des conflits. Eh bien, comment en est-on arrivé là? Regardons une carte du monde dans les années 90. Les conflits qui naissent après la fin de la guerre froide ou y survivent s'écartent du schéma des guerres conventionnelles. Ce sont des guerres dites asymétriques, par exemple en Somalie, en Bosnie, en Tchétchénie, des conflits internes au Mexique ou en Colombie, entre armées gouvernementales et cartels de la drogue. Plus tard s'amorcent les guerres contre les groupes djihadistes et les longues phases de guérilla et de contre-insurrection. Ce sont donc des guerres qui ne portent pas vraiment ce nom, aux objectifs plutôt mal définis, pas très clairs moralement, et qui fournissent un terrain adapté au développement d'acteurs privés, aux côtés des armées nationales. Plusieurs facteurs ont joué. D'abord, les dépenses militaires ont baissé dès la fin de la guerre froide. On le voit bien sur ce graphique. C'est spectaculaire pour la Russie qui divise par 5 ses budgets militaires. L'Afrique du Sud les divise par 2,5 après la fin de l'apartheid. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni baissent aussi leurs dépenses. On assiste aussi à une baisse des personnels militaires liée à la professionnalisation des armées, c'est-à-dire moins de conscription, et aux restructurations, puisque de nombreux États externalisent vers le secteur privé de multiples fonctions et services. On trouve des employeurs aussi bien auprès de compagnies privées, minières ou pétrolières, souvent actives dans des zones d'insécurité, auprès d'États faibles qui cherchent à sécuriser certains points stratégiques de leur territoire, auprès d'organisations non gouvernementales ou d'institutions comme l'ONU, qui ont besoin de sécuriser leur mission, mais aussi auprès d'États puissants qui déchargent leurs armées nationales de missions secondaires et coûteuses en personnel, ces externalisations leur permettant de se recentrer sur le cœur du métier. Car, après tout, ces compagnies ne sont payées que lorsque on utilise leurs services, tandis que les unités régulières continuent à être payées après la fin des hostilités. Comment en est-on arrivé là? Regardons une carte de l'Afrique occidentale et de ses zones minières. C'est là qu'éclatent la plupart des conflits des années 90, et c'est dans ce contexte que se développe une compagnie, Executive Outcomes, que l'on peut considérer comme le premier exemple de société militaire privée. Cette compagnie sud-africaine est intervenue d'abord en Angola, puis en Sierra Leone, pour protéger les intérêts pétroliers et miniers des multinationales, puis ensuite celui des gouvernements de ces pays. Executive Outcomes a imposé le calme dans ces zones de conflit, ce que d'ailleurs n'étaient pas parvenus à faire les troupes de l'OUA et de l'ONU. Deuxième exemple, la Colombie. Entre 1999 et 2005, un plan Columbia est mis en œuvre par les gouvernements colombiens et américains pour empêcher l'émergence d'un narco-État qui aurait été dangereux pour la sécurité des États-Unis. Et c'est là que, pour la première fois, le gouvernement fédéral américain a embauché ce type de compagnie pour remplacer les forces armées américaines. D'abord pour la fumigation des cultures de coca, puis pour le soutien des forces armées colombiennes qui devaient lutter contre les cartels. Eh bien, la Colombie a servi de test, et cette pratique, amorcée sous l'administration Clinton, a ensuite été développée à grande échelle sous l'administration Bush en Irak. C'est bien lors de cette deuxième guerre d'Irak qu'évolue cette sorte de néo-mercenariat ouvrant vers une véritable privatisation de la guerre. Car il n'y a pas que le port des armes. Ces activités répondent à des besoins divers: gestion des bases militaires, soutien logistique, transport, donc aviation privée, puis protection des sites stratégiques, des convois, mais aussi des ambassades et des diplomates. Il y a le soutien médical aux troupes, mais aussi l'entraînement des forces de police, des armées locales, voire leur support dans les combats. Et ces sociétés militaires privées sont très présentes sur le théâtre irakien.
Différents rapports estiment que les contractuels privés américains étaient 170 000 fin 2009, pour 120 000 soldats nationaux américains. Il faut ajouter à ce chiffre près de 40 000 autres contractuels travaillant comme personnel de sécurité et équipe de reconstruction civile postés dans les bases arrières au Moyen-Orient. Pendant la première guerre du Golfe, en 1991, le ratio était de 1 privé pour 100 hommes de troupes. Ce ratio était de 1 pour 10 au début de la guerre de 2003. Il est aujourd'hui de plus de 1 agent contractuel pour 1 soldat de l'armée régulière américaine. Le désengagement américain devrait être achevé en principe pour fin 2011. On peut donc s'attendre à ce que ces contractuels viennent en plus grand nombre pour compenser une partie des départs. Ce qui augmente le revenu annuel de ces compagnies privées, mais bien sûr augmente aussi leurs pertes humaines. Elles sont importantes, ces pertes, mais au nombre des avantages des embauches de personnel privé, l'impact médiatique de ces décès est beaucoup plus faible que la mort de soldats américains ou français. On a vu l'émotion en France lorsque 10 soldats français ont été tués le même jour en Afghanistan, en août 2008. Les opinions publiques dans les États démocratiques n'aiment pas envoyer ces jeunes combattre sur des fronts lointains où ils peuvent se faire tuer, et en plus pour des causes que l'on ne comprend pas bien. Dernier point, ces situations de conflit génèrent évidemment un très fort climat de tension sur le terrain. Et les salariés de ces compagnies ont commis de nombreuses bavures. En 2004, dans la prison d'Abu Ghraib en Irak, des traitements particulièrement dégradants ont été infligés à des Irakiens et des personnels des compagnies privées, Khaki Incorporation et Titan Corporation, y ont pris parti. Le ministre américain de la Défense, en charge à l'époque, Donald Rumsfeld, n'a même pas eu la décence de démissionner lorsque ces humiliations ont été connues à travers le monde entier. Autre exemple, en 2007, des employés de la compagnie Blackwater ont tué 17 civils irakiens dans une fusillade au square de Nissour à Bagdad. Ces contractuels, traduits en justice ensuite aux États-Unis, n'ont pas été condamnés par la justice américaine. Et de fait, l'État employeur, en cas de crime commis par les agents contractuels, n'est pas mis en cause puisque leur statut juridique est flou. Au terme des conventions de Genève, ces personnels ne peuvent être considérés ni comme combattants, ni comme simples civils, ni non plus comme mercenaires traditionnels. Donc ils échappent à toute juridiction et même à toute définition. L'armée américaine se désengage de l'Irak, s'investit plus sur le théâtre afghan et les sociétés militaires privées vont les suivre. Prenons donc maintenant le cas de la guerre actuelle et future en Afghanistan. On voit ici une carte du pays avec la localisation des régions militaires tenues par l'ISAF, c'est-à-dire les forces de l'OTAN. En 2009, le personnel privé embauché par le département de la Défense américain représentait 57% des forces américaines présentes en Afghanistan. Cette proportion, plus d'1 homme sur 2, pose un problème particulier dans le cas de l'Afghanistan, dans la mesure où les troupes de l'OTAN sur place ont à la fois une mission de reconstruction, une mission de protection des populations et une mission de combat. Donc on le voit bien avec ces divers théâtres d'opérations militaires, l'emploi de personnel civil en zone de conflit répond à cette tendance à la privatisation de nombreuses fonctions, à leur externalisation par rapport aux armées nationales, mais on le voit, cela soulève de nombreuses questions juridiques et éthiques. Alors comment réguler ? Fin 2008, 17 États ont signé le document de Montreux, élaborant un code de conduite pour l'emploi de ces personnels, applicable à 3 catégories de pays. Les États qui contractent des accords avec ces sociétés, les États dans lesquels ces sociétés opèrent, et les États dont ces compagnies relèvent, fiscalement et juridiquement. L'Afrique du Sud, dont de nombreux ressortissants remplissent les rangs des sociétés militaires privées, a élaboré la première loi anti-mercenaires qu'elle essaye depuis 2006 de durcir et d'adapter au nouveau visage des sociétés militaires et de sécurité. Enfin, aux États-Unis, le gouvernement fédéral veut améliorer la coordination entre armées régulières et agents contractuels, et le Code of Military Justice a été amendé en 2008, visant une intégration hiérarchique totale
de ces sociétés privées dans la chaîne de commandement militaire américaine. Alors cet effort de régulation a-t-il une chance d'aboutir ? Le problème, c'est que la demande est forte car les instabilités sont nombreuses à travers le monde et de diverses natures. Par exemple, on assiste à une baisse des effectifs des casques bleus mis à la disposition par les États pour les opérations de maintien de la paix. Or, ces sociétés privées sont plus efficaces, ne dépendant pas de la structure très lourde de l'ONU, et aussi elles aident à réduire les coûts. Leur emploi, par exemple, coûterait jusqu'à 5 fois moins cher qu'une opération onusienne. Alors l'ONU est contre, mais leur lobbying sert justement à trouver de nouveaux marchés, notamment dans les actions de pacification. Voilà, vous l'avez compris, c'est une question complexe. Le problème, c'est qu'on est tout de même au cœur de la souveraineté de l'État. Or, voilà donc des sociétés privées qui produisent maintenant une violence dont seul l'État devrait avoir le monopole légal.